Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview. Alors vous ne serez pas face à moi. Je sais que vous en avez un peu marre de moi de temps en temps, mais là on va inviter d'autres personnes. Et aujourd'hui, je voulais interviewer Victoire parce qu'elle a un parcours qui est très intéressant. Donc je la laisse un peu se présenter à vous pour qu'on fasse connaissance. Vas-y, prends le petit micro. Bonjour tout le monde, bonjour tous les abonnés à Quentin. Alors moi c'est Victoire, j'ai 24 ans et j'ai fait des études de commerce. Donc actuellement j'ai fini mes études mais je fais un stage de fin d'études. Et au niveau de l'investissement j'ai démarré il y a 1 an et demi environ. Ok. Oui, on parlait d'investissement, effectivement. C'est une amie à moi, Victoire. Et une fois, on était au restaurant et on a commencé à parler boulot. Hein, voilà, comme tous les amis, on parle de boulot à cet âge-là. On parle plus trop des soirées, on parle boulot et doucement, moi, j'investissais déjà à ce moment-là. J'avais pas encore cette chaîne. J'investissais déjà, j'avais déjà des résultats qui étaient plutôt intéressants en termes de dividendes et en termes de plus-value. Et j'ai commencé à le partager avec Victor et c'est vrai elle était plutôt intéressée par le sujet. Donc on s'est posé ensemble et je lui ai un peu montré, voilà, comment dire, pas l'envers du décor, mais les coulisses, le fonctionnement de la bourse, etc. Donc, est-ce que tu peux un peu nous décrire ton parcours boursier quand est-ce que tu as commencé par quoi? Voilà, je te laisse un peu libre cours à ton imagination. Alors, donc comme j'ai dit avant, c'est vrai que moi ça fait 1 an et demi que j'ai vraiment ouvert mon PEA et que j'ai démarré concrètement. Mais avant ça, mon père, évidemment, il m'a un peu mis dedans depuis que je suis petite, mais de manière toujours très informelle. Il a beaucoup investi dans les assurances vie, un petit peu en bourse. Donc voilà, j'étais pas non plus Mets le micro ici. Ouais. Sinon, ils vont pas nous entendre, les petits investisseurs minimalistes. Donc voilà, j'étais pas totalement non plus inconnue au milieu de la finance, mais sans pour autant mettre les mains dedans, toucher. Enfin voilà, c'est toujours mon père qui a tout fait et sans pour autant nous montrer comment faire. Même si voilà, avec le temps, je lui ai demandé de nous montrer avec mes frères et sœurs. Donc voilà, on va dire que j'avais déjà un petit pied dedans et une petite sensibilisation. Pourquoi après concrètement Très intéressant. Hein. Pourquoi concrètement j'ai voulu, on va dire, mettre les mains dans le cambouis et vraiment faire mes investissements de moi-même avec mon propre argent. Déjà de un, on va dire une raison structurelle, j'ai commencé à gagner mon argent avec les stages parce que bon, quand on gagne pas d'argent, même si on s'y intéresse, on peut pas démarrer. Exact. Et en fait, je me suis dit, j'avais pas mal de copains, copines, dès qu'ils gagnaient leur argent en stage, ils le dépensaient directement dans les vacances ou bien dans des fringues super chères, etc. En soi, c'est bien, il faut se faire plaisir, etc. Les MacBooks aussi. Des MacBooks, bon, voilà, hein, après, il y a un minimum. Même moi, je m'achète certains biens des fois. Mais c'est vrai que l'argent que j'avais durement gagné en travaillant et en investissant de ma personne, j'avais pas envie de le dépenser directement et le claquer dans une semaine de vacances. Donc, ajouté à ça, c'est vrai que nous, en tant que jeunes, au niveau structurel et au niveau économique, on comment dire, on compte plus vraiment sur la retraite parce que ça change tellement tout le temps et la conjoncture est tellement variable que moi personnellement je me vois pas attendre 65 ans pour toucher ma retraite et arrêter de travailler. Pourtant j'adore mon métier, j'adore les études que je fais, mais j'ai pas envie d'être totalement dépendante de mon employeur, de mon salaire. Je Et peux rebondir un peu oui, là-dessus. Ouais, c'est intéressant ce que dit Victoire parce que c'est vrai que quand on rentre dans la vie active, eh bien, c'est parfois un choc parce qu'on se retrouve d'étudiants à pas travailler beaucoup, surtout en école de commerce, on était dans la même école. pas pour mon cas, mais Ah, moi je faisais pas grand-chose. Je faisais des vidéos. Et ouais, tu te retrouves là à faire 45 heures dans la semaine, voire même un peu plus. Et tu te dis finalement, quand le salaire il arrive, c'est pas des gros salaires au début de carrière, si je me trompe, c'est quoi, c'est 2008-2000, un truc comme ça. 2000 et quelques, oui, quand même. Ouais, donc le salaire il arrive et tu dis, bon, t'as quand même trimé, c'est des postes à responsabilité et t'as pas forcément envie de tout claquer dans un MacBook ou dans des vacances. Donc c'est exactement ce qu'on dit sur cette chaîne. Hein. Moi je suis un fervent défenseur du salariat, moi je pense que c'est bien. Oui, Je sais pas ce que effectivement, t'en penses, ouais.
C'est ce que je voulais dire. En fait, moi, je critique pas du tout le salariat et au contraire, ça me convient parce que j'ai une petite tendance à vouloir voilà, éviter le risque, éviter l'instabilité. Et c'est vrai que moi, le salariat, ça me correspond, mais totalement. J'adore tous les stages que j'ai faits, tout le travail que j'ai pu faire en entreprise. C'est vraiment quelque chose qui m'épanouit. J'ai kiffé, comme on dit. Donc, je ne critique pas du tout. Le fait de travailler pour une entreprise, moi, c'est ce qui me plaît. Et contrairement à beaucoup de gens qui investissent en bourse, enfin, moi, je pense que c'est vraiment complémentaire. Et Exactement, voilà, ouais. c'est donc là où je voulais en venir. Moi, le salariat, je pense qu'il faut en profiter pour la sécurité et pour l'épanouissement que ça peut, Ça peut. que ça Ouais, peut. ouais. Ouais. Mais donc voilà, donc la vraie raison, en fait, au final, on y vient, c'est que je voulais tout simplement diversifier mes sources de revenus et je me rends compte que bah, quand on est jeune, on a le temps avec nous. Donc même si on n'investit pas 1 000 euros par mois, Ouais. il suffit d'investir un tout petit peu. Au bout d'un moment, avec l'effet boule de neige, je voulais Albert vraiment... Einstein. Albert Einstein a dit ça. Vous connaissez hein, la huitième ou neuvième merveille du monde, hein, c'est ça. C'est plus tu commences jeune effectivement et plus tu peux capitaliser. Par exemple, il me semble que tu m'avais dit que en avril tu avais reçu des dividendes de Total. Ça, lycée sur 10, 15, 20, 30 ans, et ben ça fait un sacré pactole. Surtout que si tu le réinvestis, après ça vient encore décupler l'effet boule de neige dont tu viens Oui, de voilà. En parler. fait, Ouais. moi, c'était vraiment pour avoir des revenus complémentaires, mais que je toucherai pas sur du court terme. C'est vraiment, voilà, avoir des dividendes, faire de la croissance et de la performance, mais ne pas retirer l'argent que je gagne et le réinvestir pour avoir l'effet de levier. Donc voilà, je l'ai fait pour diversifier mes revenus et en plus, au final, bah, c'est pas tellement compliqué On y quand viendra on après. cherche un petit peu. On y viendra Mais après. voilà. Ouais, en parlant de ça, tu parles de que ça peut être compliqué. Quels étaient tes freins au début, au niveau émotionnel, psychologique, technique aussi? Est-ce que tu peux nous raconter un peu si tu as eu des difficultés ou si autour de toi tu as vu des gens qui avaient des difficultés à par exemple à sauter le pas pour investir en bourse? Alors, c'est pas forcément un frein, mais c'est vrai que quand on commence à gagner de l'argent et à bien gagner de l'argent avec un premier emploi, on a tendance à vouloir directement avoir le fruit de son argent. Ouais. Et c'est vrai que bah, même moi, au final, même si je suis très rationnelle, quand j'ai démarré les investissements, j'avais tout de suite envie de voir les fruits de mon travail et d'avoir la récompense de mes actions. Et donc ça, je pense que c'est un frein psychologique parce que ça peut vite Ouais, exact. te décourager au début, de te dire, oh, bah purée, ça fait 1 an Ouais. que je mets 300 balles tous les mois sur mon compte et je peux pas encore avoir de rente, on va dire, viable. J'ai même pas, par exemple, 1 000 euros de dividendes, parce que 1 000 euros de dividendes, ça paraît pas grand-chose, mais c'est quand même beaucoup en termes d'investissement. Et c'est vrai qu'il faut être patient, et vraiment être patient avant d'avoir des résultats qui sont très très importants. Mm. Mais avec de la patience, comme tu dis, on y arrive hein, sur ce genre de résultats. Voilà, ça, moi, je pense qu'honnêtement, avant d'avoir des résultats vraiment du style 20, 30 000 euros de dividendes par an, je pense que ça prend 10 ans, une dizaine d'années, un peu, ouais, D'où l'importance ouais, de démarrer jeune. ouais, Mais donc voilà, c'était un peu l'impatience des petits jeunes qui ah ouais, commencent bah, à gagner de l'argent. Et donc voilà. Et sinon, après, au niveau technique, bah, j'avais pas non plus énormément de lacunes parce que j'ai fait, comme j'ai dit avant, un DUT GEA. Donc j'ai fait de la finance, j'ai fait de la comptabilité. Donc tout ce qui est indicateur technique et analyse on va dire, de la stabilité financière d'une entreprise, j'avais déjà des bases. Après, donc, un autre frein, bah, pour moi, c'était pas un gros frein technique dans la mesure où j'avais déjà un passif bah, financier parce que j'ai fait des études, mais j'avais peur de pas comprendre le langage technique vraiment propre à la bourse parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de pros ou même de particuliers sont assez fiers d'investir et essayent de rendre ce langage un ah, petit peu ah ouais, ouais. compliqué. Oui, Bah voilà, nous, par c'est... exemple, quand je faisais mon stage dans une banque privée, donc je vais pas vous dire la banque, mais effectivement, quand on était au rendez-vous client, bah, tu sortais des mots hein, du style, je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme genre exposition, allocation, tolérance du risque, on te balance des trucs produits structurés, barrières désactivantes. Non mais t'arrives, même les clients les plus intelligents sur le papier, entre guillemets, s'ils sont pas éduqués financièrement, c'est impossible de comprendre. Donc, tu vois, c'est. Oui, voilà, et bah, même moi qui étais déjà un petit peu éduquée au niveau financier, j'avais pas forcément tout le jargon technique de la bourse. Et donc, bah, justement, pour, on va dire,
consolider toutes les bases que j'avais déjà. Je trouve que toi, ce que tu faisais, c'était bien parce que déjà, tu vends pas de la poudre aux Ah. yeux aux gens. Tu leur dis pas qu'on va gagner 1 million en un mois. Et surtout dans tes Ouais. Par formations, contre, si vous gagnez 1 million en un mois, je prends une com de 30%, hein? mais voilà, enfin, tu as réussi à vulgariser, on va dire, le vocabulaire technique et même la compréhension du contexte global et à se dire qu'en fait, investir en bourse, c'est de la même manière que, bah, enfin, Comme tout, c'est ouais. pas, oui, voilà, tu vas faire tes courses, bah là, tu vas faire tes courses en ligne et t'achètes tes actions. Quand tu vas faire tes courses, tu regardes le type de produit que tu veux, tu regardes le prix, tu regardes ce que ça va t'apporter. Bah là, en fait, c'est pareil. Donc, Ouais, bon, c'est pareil, c'est vrai que c'est comme l'immobilier. C'est ouais. vrai que tu investis dans l'immobilier, bah, tu récoltes le fruit de tes investissements, pas au bout d'une semaine, pas au bout d'un mois. Ça prend plusieurs années, 5 ans, 10 ans, 15 ans peut-être, ça dépend de ta Mm. stratégie. Et je pense que, moi c'est mon avis, mais s'il y a autant de personnes qui galèrent financièrement, c'est parce que elles sont impatientes, quoi. Je pense que l'impatience, c'est Ouais, c'est le un, jargon c'est un technique. réel problème. Oui, genre donc, on s'éloigne un peu. Pas Allez, du tout, je savais pas vas-y, quoi. dis-moi, c'est pas grave, vas-y. Je l'ai perdu Pardon. un peu, allez, vas-y. Bah bon, du coup, voilà, ouais, il y a le frein technique au niveau du vocabulaire qui peut être un petit peu effrayant. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 28 et d'avoir un papa déjà millionnaire et des parents dans le milieu pour comprendre. Enfin, franchement, c'est ouvert à tous. Moi, je viens d'une famille classe moyenne. Mon père, il est prof. Ma mère, elle travaille dans les assurances. Donc voilà, enfin, j'ai pas de passif qui m'a forcément facilité la compréhension de la bourse, quoi. Donc voilà. Ouais. Alors, petite question maintenant, là on va parler un peu bourse technique. Tu as commencé par quoi? Est-ce que c'était plutôt un PEA, un PEA PME, un compte extraordinaire, une assurance vie? Le Bitcoin? Je sais pas. Je pense pas le Alors, Bitcoin, hein. oui, je doute que tu recommandes à tes abonnés Non, de non, faire du Bitcoin, mais non, non. alors, bah, du coup, moi, c'était un peu particulier parce que j'étais encore rattachée au foyer fiscal de mes parents. Et on a droit donc juridiquement à uniquement un PEA par Exact, foyer ouais. fiscal, donc par famille. Moi, mon père avait ouvert un PEA il n'y a pas longtemps pour prendre date uniquement. Donc, j'avais pas le droit, on va dire juridiquement, d'ouvrir également un PEA normal, entre guillemets. Mais le droit te permet quand même d'ouvrir un PEA jeune, donc pour les autres membres de la famille. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert un PEA jeune avant de partir à Taïwan pour mes études, pour prendre date uniquement. Et ce PEA jeune, donc j'ai démarré et ça permet d'avoir un plafond de 14 000 euros, non 15 000 Et c'est 20 000, il me semble. 20 000. C'est 20 000, ouais. Voilà, donc j'ai Mm. pas encore atteint. Et donc voilà, ça me permettait de pas être bloquée, mais de quand même démarrer à investir. Sachant que quand je pourrai être détachée du foyer Ouais. fiscal de mes parents, je vais le transférer en PEA Ouais, une normal. requalification, ouais, effectivement. Voilà. Donc au final, c'est un bon objectif d'avoir un PEA jeune quand on démarre parce Ouais. que Ouais. voilà, il y a un gros plafond, il y a un plafond moyen, mais pour 20 000, l'atteindre, il est dur à atteindre quand même, voilà. hein. 20 000, enfin, Mm. ouais, c'est intéressant ce que tu dis, le PEA jeune, hein. C'est vrai que moi, c'est ce que je recommande, hein, aux personnes qui sont sur cette vidéo, aux petits jeunes qui nous écoutent et qui dépensent pas mal d'argent dans les bières, les soirées. On était comme ça, hein. Beaucoup, hein. Toujours, C'est mais toujours, mais avec les dividendes. Non, mais quand tu commences, comment dire, à un peu faire des petits boulots, si par exemple tu fais du babysitting, par exemple tu vas sur le chantier de temps en temps en intérim, tu fais des petits postes à côté de tes études, ça peut vraiment être intéressant d'ouvrir ce PEA jeune parce que ça te responsabilise déjà au niveau de tes versements et surtout au niveau de ta connaissance, eh bien, tu vas vraiment progresser. Tu vas apprendre à gérer tes émotions, tu vas apprendre à acheter des actions, à avoir une stratégie. tu prends date. Et effectivement, Tu ouais. prends date, quoi. Ouais, et on prend date hein, fiscalement, c'est qu'au bout de 5 ans, tu ne payes plus l'impôt sur le revenu, tu payes uniquement les prélèvements sociaux de 17,2% au moment où on tourne cette vidéo. Donc ouais, c'est vraiment très important de commencer jeune. Et c'est un point qui est déjà revenu là. Mm. Du coup, ouais, tu as commencé avec un PEA jeune. Et Et attends, Ouais, dis-moi. oui, et du coup, bah, pour finir avec comment j'ai démarré, donc j'ai ouvert ce PEA jeune et les premiers fonds que j'ai mis sur mon PEA, en fait, c'était ce que j'avais sur mon livret A. Tout Hmm. simplement parce que bon, bah, le livret A, avec l'inflation et tout, on gagne rien, c'est de l'argent qui dort. Après, ça peut être un fonds de sécurité, mais moi, en l'occurrence, j'étais encore plus jeune, j'habitais encore chez mes parents, et mon livret A, j'en avais pas besoin.
Et plutôt que de le laisser sur un compte qui dort, je me suis dit, je vais le mettre. Enfin, ça va être une petite mise de départ pour démarrer. Donc voilà. Ouais, exactement, hein, le livret A, comme dit, c'est un peu compliqué au début de savoir exactement combien il faut garder sur son livret A, combien sur son compte courant. Quand on part de chez papa et maman, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'idées parce qu'on est vite habitué finalement à, ouais, c'est maman qui te paye les courses, tu vas au champ, tu mets les trucs dans le caddie, ça se paye Bah, tout ça seul. dépend de ta situation en fait. Ouais, je Moi, pense je oui. pouvais me le permettre de mettre 2000 balles sur le PEA, sur le Ouais. livret A. Après, oui, faut pas être inconscient et tout mettre, voilà. Mais je n'en avais pas besoin, donc je me suis dit autant Ouais. le mettre en PEA. Ouais, moi je pense que effectivement, faut garder 3 à 6 mois de dépenses mensuelles, annuelles pardon, 3 à 6 mois de dépenses ouais de réserve au cas où il arrive quelque chose de compliqué, si tu perds ton emploi ou si tu as besoin de faire une grosse dépense. Et après le reste, c'est parti hein, ça va dans l'investissement, dans la bourse, les ETF, actions individuelles, apport immobilier. Donc au niveau des actions des ETF, quel type d'instruments tu as sur ton PEA PME? Est-ce que c'est plutôt des actions individuelles, plutôt des ETF? Parce que c'est vrai que sur Internet, la tendance est plutôt à acheter des ETF. Moi, vous savez, les amis investisseurs, je suis pas fan de 100% ETF, mais j'aime bien quand même un peu en mettre dans mon portefeuille. Ouais, alors, encore une fois, enfin, je parle pour moi et il n'y a pas de réponse toute faite, ça dépend de ce que vous avez déjà comme portefeuille, etc. Mais je trouve qu'en tant que jeune, ou pas jeune, tout simplement pour débuter, investir des ETF, pour moi, ça m'allait pas parce que ça me permettait pas de faire une vraie analyse d'entreprise, vu qu'au final, ça reproduit la performance de plein d'actions sur un même titre. Ouais. Au final, on n'a pas vraiment de visibilité sur ce quoi on investit. Donc ouais, ce que je voulais, c'était forcément gagner de l'argent en plus, mais c'était également savoir ce que je fais et être indépendante intellectuellement parlant pour savoir ce qui se passe. Donc non, j'ai principalement pour le Ouais. moment des actions individuelles que j'achète moi-même sur Bourse Direct. Bon Euh, courtier, très bon ouais, courtier très bon courtier, je recommande. Pas de partenariat, mais voilà. d'ailleurs. Non, non. Euh, mais ouais, donc j'investis directement, j'achète mes propres actions après avoir fait une petite analyse et après, selon mes objectifs. Après, j'ai quand même une petite part d'ETF, donc c'est l'ETF Nasdaq, parce que c'est la partie un petit peu plus risquée pour diversifier mon portefeuille, mais c'est encore une toute petite part. Donc voilà. Ok. Là, j'aimerais bien qu'on affiche ton portefeuille à l'écran. Tu m'enverras une capture. Mais qu'est-ce que tu as comme action? Je me rappelle à peu près, moi, tu m'avais envoyé un message sur le Telegram. Parce qu'on a un groupe Telegram pour la formation. Pour les personnes que je suis, que j'accompagne, il y a un module, il y a 3 modules qui durent 9 heures et ensuite l'accompagnement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, moi, je vous recommande vraiment de suivre cette formation. Moi, je pense que tu le recommandes aussi. Tu vas pas dire non en même temps. Mais c'est vraiment du lourd et ça permet vraiment de gagner du temps. Et sur Telegram, tu m'avais envoyé, il me semble, Total, Vinci, je sais plus exactement. Oui. Alors, après, je vais peut-être expliquer pourquoi j'ai acheté les actions que je vais présenter. Mais comme je vous l'ai dit avant, moi, mon objectif, c'est d'avoir des dividendes que je réinvestis pour avoir un effet de levier, c'est-à-dire que forcément faire des virements mensuels de mon propre salaire sur mon PEA, mais profiter également de la rémunération en dividendes pour acheter des actions, ce qui au final permet de diminuer l'apport personnel et de cumuler le... Oh, je sais plus ce que je veux dire, bon, tu couperas. Et, On coupe pas, on va pas couper. Vas-y, vas-y. bon, voilà, du coup, moi, j'ai vraiment une action à 90% d'actions à dividendes. Donc, déjà, quand je choisis mes actions que j'ai en portefeuille, donc comme tu vas le montrer, je regarde les critères de dividendes. Donc, je regarde si ça a versé des dividendes depuis Ah, plusieurs années, si le dividende a bien augmenté. Après, il n'y a pas que ça uniquement, mais c'est vraiment déjà la base, enfin, mon critère de filtre. Et. Donc pour te répondre, Quentin, dans mon portefeuille, j'ai du Total, du Vinci, Sanofi, j'ai également LVMH. Donc au début, j'avais beaucoup investi sur des valeurs qui étaient de consommation, on va dire, courante. Donc j'avais du ouais. LVMH, j'avais également du Total, mais c'est des actions qui sont quand même, bon, hors LVMH,
C'est quand même assez cyclique et ça dépend beaucoup de la conjoncture et de l'économie, actuelle. Ouais. Donc j'avais envie de diversifier, donc petit à petit, on va dire, amenée vers, Vinci, qui est quand même, totalement différent que le secteur du Ouais, luxe. c'est très diversifié à ce niveau-là, hein, en termes de Ouais. secteur, hein, c'est ce que je dis d'ailleurs dans l'information, c'est on le développe un peu ça maintenant, mais voilà, il faut pas tout mettre sur les mêmes valeurs. Tu vas pas enfin, par exemple, sur 20 actions, tu vas pas prendre 20 actions pétrolières. Mmh. Tu vas pas prendre Royal Dutch, Total et les autres actions américaines. Mais il me semble aussi que tu t'as parlé de l'ETF Nasdaq. Est-ce que c'est un capitalisant, un distribuant? Alors, non, lui, c'est un capitalisant, il me semble, si je me trompe pas. Exactement, exact. Très Si bon je élève. Et non, c'est un capitalisant, donc c'est pour ça que je disais avant, ça c'est uniquement la partie un petit peu plus risquée de mon portefeuille qui dévie de mon objectif à 90%. Donc c'est capitalisant, donc pour faire de la performance et je compte pas sur les dividendes qui seront versés vu qu'ils ne Hmm. versent pas de dividendes. Donc là, c'est plus pour la valorisation de capital, c'est Ouais. pour te constituer un capital. Ça, c'est super important aussi, c'est que j'ai encore l'impression, voilà, c'était une mode, hein, les dividendes, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens oublient que en bourse, on peut faire de grosses plus-values avec des actions qui sont haussières à long terme. C'est ce que j'appelle les actions de croissance sur la chaîne. Et ça, c'est vraiment un levier de dingue. C'est un boost de dingue pour son portefeuille. Parce que finalement, avec 10 000 euros, si tu reprends les performances d'un ETF, un Nasdaq, faut pas mettre que ça, bien sûr, mais si tu reprends les performances sur 10, 15, 20 ans, on est sur du, je sais plus exactement, 300, 400%. Tu fais quasiment x4. Donc, Ouais, justement, bah, c'est là où j'allais en venir. En fait, pour le moment, j'ai principalement une stratégie de dividendes, mais après, vu que, bah, on a le temps pour nous, vu qu'on est entre guillemets «jeunes» quand même encore, on a hem, des longs cheveux. voilà, on a des longs cheveux, tu une coupe de Jones. Coupe James. Mais C'est ça. voilà, moi j'essaye de coupler à la fois des dividendes qui, font de la performance et des dividendes. Il y en a pas Hmm. énormément, mais par exemple, si je me trompe pas, LVMH, ils versent, bah, c'est une dividende aristocrate, mais c'est également une croissante. Ouais, Dans le ouais, bah sens où la valeur de l'action, elle augmente, à terme. Donc ouais, là, c'est le pactole. Mais c'est bien ouais. d'avoir les deux parce que forcément, dans la plupart des cas, en France du moins, un dividende croissant, c'est aussi signe de croissance de l'activité et Mmh, tout. Donc ça permet après de voir le cours de bourse mmh. augmenter et faire des bonnes plus-values et valoriser son capital par la même occasion. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, il y a encore quelques petites questions. J'espère que vous êtes encore avec nous. Il y a pas mal d'infos. Mais ouais, je pense que c'est sympa de temps en temps de varier. Donc, une autre question maintenant, c'est on parlait avant d'études, tu disais que ton père t'avait un peu initié à ça. Et voilà, la question que je te pose maintenant, c'est est-ce que on a besoin de faire des études de commerce ou bien d'avoir un papa qui nous met dans le monde de l'investissement dès le début pour pouvoir investir en bourse ou en bourse, on va dire, parce que c'est le domaine qu'on traite sur cette chaîne. Dis-moi. Alors clairement non. Bon, c'est un non nuancé, mais tout simplement, bah, pour te répondre sur le premier point, pour avoir fait une école de commerce et pour avoir, bah, presque tous mes copains, copines dans ce milieu-là, j'ai presque aucun, copain ou copine qui investit en bourse, même s'ils ont Ouais, fait de la finance, si on a ouais. fait, de la finance de marché, d'entreprise, de la comptabilité analytique, enfin, tout type de matière qui touche, on va dire, à l'investissement et qui permettrait d'optimiser des revenus ou la fiscalité. En fait, ce qui compte, c'est pas forcément les études, mais c'est de rencontrer les bonnes personnes et d'avoir un esprit qui est ouvert pour te former intellectuellement et avoir un certain mindset. Je dirais que quelqu'un je sais pas, qui a fait pas beaucoup d'études, par exemple, sur des formations courtes comme un CAP coiffure, une fille ou un homme qui fait un CAP coiffure peut investir beaucoup plus Ah, et aura une tendance beaucoup plus mindset financier que quelqu'un qui a fait une école de ah co oui, comme oui, moi si oui, t'as oui. pas Très, très important ça. C'est vrai que là, quand on pense école de commerce, on imagine des petits mecs en costard cravate qui font du trading toute la journée, qui investissent 1 milliard, hein. Alors qu'en fait, Non mais des fois, enfin après encore une fois pas de jugement et pas de
de généralité, Oui, mais je des suis bien fois, d'accord. Ouais. ça peut même être les pires. Enfin, on est dans la surconsommation. Voilà, c'est des gens qui sont pas forcément éduqués financièrement, même s'il y en a. Enfin, nous, on vient d'école de co, j'ai rencontré également des gens qui le sont, mais clairement, faire une école de commerce ou bien un Ouais. master même public dans la gestion de patrimoine, c'est pas du tout, pour moi, une condition pour être libre financièrement et pour diversifier ses revenus. Bah, la preuve, pas mon banquier en particulier, mais je connais pas mal de banquiers Vous savez qui ne pas. savent pas ce que c'est un PEA. Ils font pas du tout attention à leurs Bah, finances. ils savent combien ils te le vendent, mais ils Oui, savent pas. Après, voilà, c'est des commerciaux, hein, mais les oui, mecs, oui. ouais, effectivement, j'ai demandé une fois à mon banquier. J'en ai plusieurs, donc il y a confusion là, ils pourront pas se reconnaître. Mais j'ai dit, tiens, j'investis sur des actions à dividendes. Et il me dit, c'est quoi un dividende? Ah, Ouais. c'est chaud quand même, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la preuve ultime que c'est un gros cliché qu'il faut avoir fait des grandes études ou tout simplement des études dans voilà, la finance et dans la comptabilité pour vraiment comprendre. Après, pour le deuxième point, est-ce qu'il faut avoir quelqu'un de ton entourage pour réussir en bourse et voilà. Bah, forcément, ça peut que t'aider d'avoir Ah quelqu'un de oui, tu ton vas plus vite. entourage. Bah, voilà, tu vas plus vite et dès que t'es petit, t'es éduqué à faire attention à ton argent. euh, à ne pas faire dormir ton argent et à vouloir vraiment faire fructifier ton argent. Donc ce serait mentir de dire que voilà, moi mon père, il m'a pas déclenché comment dire, un déclic qui fait que bah ouais, j'ai pas envie de dépenser mon argent comme une pigeonne, j'ai pas envie de faire comme 90% des gens. Ouais. Euh, donc voilà, moi mes parents ils m'ont vraiment aidé, mais sans le vouloir en fait. C'est voilà, c'est l'éducation, c'est très informel. Après, non, pas à 100%. Enfin, c'est toute une question d'état d'esprit. On peut avoir des parents type classe moyenne comme moi qui n'auraient pas du tout été sensibles à l'investissement et ils m'auraient pas éduqué. Mais en te rencontrant ou rencontrant d'autres personnes, en étant Ouais. curieuse et en voulant vraiment bah, de l'argent, comme tout le monde, hein, parce que de n'importe où, enfin, peu importe notre passé, ce qu'on veut, c'est être libre financièrement. Ouais, je pense que ça peut aider, mais pas que. Ouais, Pas que. Je sais pas si. ouais, effectivement, ça aide, c'est sûr, hein. Tu pars forcément avec un avantage hein, quand tu es jeune, d'avoir un parent ou un proche qui te forme, qui te donne les bonnes bases en éducation financière. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de la majorité des personnes. D'ailleurs, je pense que cette chaîne, c'est pareil. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est pas parce que vous n'avez pas grandi dans une famille de millionnaires ou d'investisseurs que vous ne pouvez pas le faire. Je pense que, enfin, je Ouais. suis même convaincu que c'est accessible à tout le monde. Et je pense que les médias et tous ces trucs à la con bah, contribuent justement à cette peur qu'il y a de la bourse alors que c'est pas risqué. Et en parlant de risque, là, on a quand même vécu une des pires crises depuis 1929 sur le plan économique et je sais plus exactement, mais sur le plan économique, c'était une catastrophe. Comment est-ce que tu as géré la crise du coronavirus, sachant que les indices boursiers, pendant une bonne année, bah, ils étaient vraiment au plus bas. On a perdu 40% sur certaines séances des fois. Donc, comment est-ce que tu as fait pour gérer tout ça? Alors, bah, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai commencé à vraiment investir à ce moment-là, enfin à m'y intéresser. Donc au début, je pensais que c'était pas forcément la période enfin la plus idéale, mais moi personnellement, j'étais ravie de ce qui s'est passé au niveau, on va dire boursier, hein, pas du tout au niveau social et économique, mais ça m'a permis de faire énormément de bonnes affaires. Et contrairement donc à la majorité des gens si on suit les règles de l'économie cognitive et comportementale, plutôt que de paniquer et de me dire que j'allais tout perdre en bourse, j'ai vu une opportunité d'acheter des actions à très bas prix. Par exemple, Total, j'ai eu des actions à quoi, à 30 euros, 35 Ah ouais, je euros. suis jaloux. Je suis vraiment très jaloux quand je J'ai un vois. meilleur PRU que toi Ah sur oui, Total. dans la compète, dans la compète. Voilà, ouais, oui. Bah, L'élève va je le trouver m'appelle maître. Victoire, donc je ne peux que être dans la compète. Ah ouais, effectivement. Mais voilà, enfin, c'est vrai que j'ai pas trop paniqué. Après, je peux comprendre que c'est l'inconnu, mais là, on voit encore que les marchés boursiers, c'est totalement. Enfin, ça suit une logique d'économie comportementale et la logique de groupe. Donc, quand tout le monde vend ses actions, en fait, il faut les acheter et après faire des Hmm. bonnes affaires parce que je pars du principe que de toute manière,
Si Ouais. vraiment tout s'effondre, bah, tout s'effondrera. Donc ça sert à rien de vendre juste tes actions. Enfin, autant en profiter pour faire des bonnes affaires et pour avoir des des Ouais. coûts d'achat. Même si moi je fais une stratégie de dividende, Ouais. autant coupler cette stratégie avec des coûts d'achat très bas. Après, Donc voilà. attention, toi, tu as racheté des entreprises qui étaient déjà solides à la base. Oui. J'ai vu beaucoup de gens me parler d'Air France Mm. sur YouTube dans les commentaires. Il y a des gens qui me disaient: tu comprends rien, Quentin, t'investis pas sur Air France, mais tu comprends pas, tu vas perdre une opportunité de dingue. Sauf qu'en fait, quand tu regardes Air France, effectivement, pendant le coronavirus, ça s'est fait massacrer cette action, elle a perdu 80%. Mais quand tu regardes les fondamentaux, ça perd de l'argent, ça perd des Mm. milliards, c'est pas rentable du tout, Oui, c'est oui, sauvé moi, par l'État à chaque le fois. prérequis, c'est Hmm. d'investir sur des boîtes solides financièrement et structurellement, et après, là, faire la bonne affaire et profiter de la crise du coronavirus de la Covid-19, pardon, pour investir, quoi. Ouais. Intéressant, intéressant. Alors, on a encore une petite question. On a déjà une demi-heure d'interview, c'est sympa, hein. J'aimerais avoir maintenant tes conseils que tu pourrais donner aux gens qui ont peur de se lancer ou qui pensent qu'avec 50 euros de versement, ça va pas le faire. J'ai beaucoup ça. Je dis, ouais, Quentin, je gagne que 1500 euros par mois, c'est pas pour moi. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là pour qu'ils sautent le pas et tout en, comment dire, en faisant en sorte qu'ils prennent pas trop de risques non plus, quoi. Euh, alors, bah, déjà, comme tout dans la vie, je leur conseillerais avant de sauter le pas de se former, parce que la majorité des gens qui n'arrivent pas à investir et qui n'arrivent pas à Ouais. diversifier leurs sources de revenus, c'est lié à l'impatience et Ceux à une qui vision de court terme croient tout savoir aussi, il y a et qui certaines pensent personnes, ouais. souvent tout savoir. Ouais. Il faut, bah, moi perso, quand j'ai débuté dans la bourse, vraiment des trucs techniques, bah, il faut se remettre en question et se dire, bah oui, je sais pas, j'ai besoin de l'aide des autres, de bien s'entourer, d'acheter des formations ou bien simplement de demander à son entourage et de passer des heures, enfin des heures. Et encore, il n'y a pas non plus des heures à passer, mais voilà, formez-vous de vous-même, soyez Hmm. autodidacte, entourez-vous également des personnes qui peuvent vous aider, demandez des questions, enfin voilà, enfin si vous voulez vraiment être, parce que l'indépendance financière, elle passe par l'indépendance intellectuelle, vous pouvez pas, vous pouvez pas, vous pouvez, mais si vous voulez vraiment gérer votre argent comme le voulez et l'optimiser sans d'autres intérêts, des banquiers, etc., il faut que vous le fassiez vous-même, et pour le faire vous-même, il faut que vous vous formiez et que vous sautiez le pas de je vais pas comprendre, mais moi j'ai pas fait de finance, mais moi je comprends pas les trucs comme ça, c'est trop compliqué. Enfin, je veux dire, on fait pas de la chirurgie cardiaque, tout le monde a le même cerveau, on est tous de la même manière. Ce qui change après, c'est Hmm. comment on va réfléchir et comment on va envisager les choses. Donc voilà, formez-vous. Après, aux gens qui disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour investir, euh, bon, j'ai pas les chiffres, mais honnêtement, dans la majorité des cas, les gens qui disent ça, c'est des gens qui par contre dépensent énormément d'argent dans les restaurants, dans les fringues, Ouais. dans les MacBooks. Euh, Faire des concessions. Faut faire un peu de sacrifice par moment. et encore, c'est même pas un sacrifice, 50 euros par mois, 100 euros par mois sur un salaire de 2000 ou même un SMIC, euh, Ouais, c'est pas cher payé. Si faites un état de vos dépenses. tu prends un Happy Meal, tu prends un Happy Meal au McDo. Non mais voilà, c'est ça, enfin, essayez vraiment de voir là où vous pourriez couper, si vraiment vous êtes au ras des pâquerettes, essayez vraiment de voir là où est-ce que vous pourriez couper quelques dépenses et le réinvestir en 10 euros, 20 euros, 30 euros par mois dans le PEA. Donc surtout si vous êtes jeune, vous avez le temps avec vous. Donc 50 euros par mois, c'est déjà énorme. Hmm. Sur une année en capital, c'est beaucoup. Vous êtes super jeune et avec les dividendes, vous allez pouvoir réinvestir, vous allez prendre de la valeur. Donc Ouais. un conseil vraiment concret, et c'est ce que je fais moi personnellement, Ouais, dis-nous. euh, Dis-nous, dis-nous. je vais vous dire. Euh, Après la pub. Non, il n'y a pas de bientôt, bientôt. pub. Mais non, vraiment un conseil, le premier truc que vous devriez faire, même avant de vous former ou peu importe, c'est un automatisme, vous faire un virement automatique à partir Hmm. du moment où vous avez votre salaire en fin ou en début de mois. En fait, je trouve qu'en France, on raisonne à l'envers, c'est-à-dire que on consomme déjà, on achète tout ce dont on a besoin entre guillemets, puis après, on regarde ce qui nous reste pour investir. Sauf qu'en faisant ça, bah, on dépense tout et après, on n'investit pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est Ouais. que je me fais des virements minimum, permanents, chaque mois. Comme ça, dès que je reçois mon salaire,
J'ai même pas à réfléchir, c'est automatique. Je sais il y a une cote-part qui va sur mon livret A pour le fonds de sécurité et sur mon PEA pour l'investissement que après je pourrais répartir comme je veux. Donc vraiment, allez sur votre compte en banque, faites-vous un petit virement, 20, 30 euros, 100 euros, 200 pour ceux qui peuvent. Mais il faut vraiment que ça devienne automatique et que vous n'ayez pas à le faire. Il faut que ce soit tous les mois. Et au bout d'un moment, bah, il vous restera quand même énormément d'argent à la fin du mois. Vous allez très bien vivre quand même. Mais je trouve que c'est un peu l'effet inverse, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, on va arrêter bientôt, hein, mais effectivement, c'est important de se payer tout de suite, en fait. C'est que tu as les 1008 qui arrivent, tu te poses même pas la question, tu mets 300, 400 euros de virement automatique sur ton PEA, compte titre ordinaire, et ensuite cet argent, c'est comme s'il était perdu. Il est pas perdu, mais c'est comme s'il était invisible, tu peux plus le toucher. Et c'est comme ça, je pense qu'on tient le coup, qu'on arrive à tenir le rythme sur le long terme, voire le très long terme. Après, comme dit, moi à un moment j'étais un peu dans l'extrême. Enfin, je t'avais un peu dit, mais quand je recevais 1008, bah, je déduisais le loyer, j'avais 100 balles de bouffe, un peu d'essence, et je mettais plus du trois quarts en bourse. Sauf qu'en fait, j'avais oublié de me constituer un fonds de sécurité. Donc n'oubliez quand même pas d'avoir un peu de sous de côté et soyez régulier, hein. Moi c'est ce que je te rejoins de toute manière à ce niveau-là. Donc ouais, donc ouais, on a terminé avec cette interview. Vraiment, merci Victoire d'avoir accepté de me recevoir, d'avoir fait cette interview. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes à s'identifier parce que sur Internet, on voit beaucoup de gens qui disent ouais j'ai 1 million d'euros sur mon PEA sans même jamais donner aucune preuve. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'identifier à ce genre de personnes et au complexe. Enfin, moi, je sais, quand j'ai commencé il y a 3-4 ans, je regardais des youtubeurs et ils faisaient 2 millions. Et forcément, bon, ça motive, mais t'as un peu un petit complexe d'infériorité. Donc, c'est bien de voir le parcours de quelqu'un qui est ordinaire, entre guillemets, quelqu'un d'ordinaire. Merci. Là, de rien. Non, mais ordinaire sur le plan financier, quelqu'un qui est pas milliardaire à la base, quelqu'un vraiment qui est parti de zéro aussi. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà investi en bourse, si vous projetez de le faire, ou bien si vous avez des questions sur cette interview. Et ouais, ce serait un plaisir. Je pense que Victor, tu pourras aussi répondre aux gens, vu que tu as un compte YouTube, toi, non? Oui, bon, j'ai pas de chaîne, Pas mais de oui, chaîne, j'ai hein. un Pas, compte. pas encore, ouais, Pas pas encore, pas encore. Du encore. coup, elle répondra aussi à vos questions si vous en avez. N'hésitez surtout pas. Et sur ce, on se dit bonne journée, bonne soirée, à très bientôt. Ciao les amis investisseurs. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.